Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau podcast de 1000%. Aujourd'hui, dans l'équipe 1000% est composée de Vincent et Pierre. Ça va les gars, la forme? Tout va bien? Très bien. Salut. Salut tout Très le bien. monde. Euh, on a la chance aujourd'hui de recevoir Zina. Salut Zina, tu vas bien? Bonjour les gars, ça va très bien. Merci Su- pour votre invitation. Super, on te laissera te présenter après. Aujourd'hui, on va parler de fertilité et surtout comment booster sa fertilité. Donc, on va voir un petit peu l'histoire de la fertilité avec quelques statistiques et quelques chiffres. C'est vrai que beaucoup en parlent de cette baisse de la fertilité au fil des années. Ça devient même un problème apparemment au niveau des différents pays dans le monde. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire justement, quels facteurs on peut jouer pour améliorer un petit peu sa fertilité. Donc, on verra ça vraiment en trois blocs. Donc, dans un premier temps, on verra les perturbateurs endocriniens. On vous expliquera un petit peu comment faire pour les éviter, les pièges, etc. Ensuite, on verra un petit peu les clés d'une alimentation qui booste la fertilité. Donc, Zina nous donnera des conseils. Vous verrez, d'ailleurs, sur sa page Instagram, elle donne beaucoup de conseils nutrition. Elle nous la donnera après. C'est vraiment une mine d'or. Donc, on vous conseillera tout ça. On verra aussi les méthodes complémentaires, que ce soit le yoga, l'acupuncture. On essaiera vraiment d'être le plus complet possible et vraiment vous donner toutes les méthodes un petit peu parallèles. Et dans un dernier temps, c'est Zina qui nous a parlé de ça. C'est vrai que nous, on n'était pas trop au courant. C'est le lien entre le corps et l'esprit. Elle nous expliquera un petit peu tout ça. Mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours et un petit peu ton expérience. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, je m'appelle Zina Gombert, j'ai 38 ans, bientôt 39. J'ai grandi en Allemagne et c'est là où j'ai commencé à faire mes études de médecine, les premiers 6 ans. Et ensuite, je voulais vraiment faire l'internat en France. Donc, j'ai passé aussi le concours en France et j'ai fait mon internat de médecine générale à Rennes. Et puis, dans le parcours professionnel, ça m'a toujours intéressé de me former sur tout ce qui peut être complémentaire à la médecine conventionnelle. Donc, je me suis formée à être hypnothérapeute en 2015 et par la suite, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est appelé la functional medicine aux États-Unis ou l'approche fonctionnelle et le lien, l'impact qu'on peut avoir avec l'alimentation, la micronutrition et bien toutes les autres choses qu'on va discuter aujourd'hui. Voilà, et donc ça a fait que je me suis retrouvée à me sentir un peu plus à l'aise pour aider les personnes avec les questions ou les problèmes un peu plus complexes où on peut avoir un soutien complémentaire avec ces approches-là. Super. Et là, tu étais parti du coup, on est vraiment sur le thème de la fertilité. Qu'est-ce qui Mhm. t'a amené à peut-être pas te spécialiser, mais à vraiment approfondir tes connaissances dessus? Ça a été quoi, ta démarche? En fait, c'était un moment, il y a un an et demi, j'ai eu cette idée en tête que j'avais l'impression que presque tout le monde arrivé à l'âge où on commence à parler bébé, presque tout le monde est amené à connaître un couple qui va avoir un souci à concevoir. En tout cas, dans notre entourage, c'était le cas. On a plusieurs couples qu'on connaît. Et quand on parlait avec des gens, on avait l'impression que vraiment, soit tout le monde connaît un couple qui va avoir des soucis, soit bah, c'est nous-mêmes le couple. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, à faire mes petites recherches. Et je me suis dit, non, mais c'est vraiment très important de pas juste dire, OK, c'est dur partout au monde, mais aussi de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'ai commencé à faire un sort de squelette des idées que j'aimerais aborder, mais je savais pas encore à quoi en faire. Et je me disais peut-être une conférence ou un podcast ou quoi que ce soit. Et finalement, c'était l'éditeur qui m'a contacté en disant tiens, je vous connais et j'aimerais vous proposer d'écrire un livre sur la fertilité. Qu'est-ce que vous pensez? Mais bon, bah, ça tombe bien, j'y suis déjà. Et voilà, donc ça m'a amené à approfondir encore plus et encore plus et à écrire ce livre qui va sortir bah, d'ici la fin d'année, je pense. Ça marche. Bah, écoute, on a hâte de te lire, même si c'est vrai qu'on s'est renseignés tous les trois, on a essayé de regarder. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce sujet-là, hein. C'est Mm. vrai que c'est quelque chose qui est encore un petit peu inconnu, cette approche entre parenthèses fonctionnelle. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent un petit peu cette baisse de la fertilité dans le monde?
ou à quoi c'est dû? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, nous vulgariser un petit peu tout ça dans un premier temps? En fait, les chiffres, ce qui m'avait surpris, c'est au départ, moi, je pensais que dans les pays occidentaux, où on a peut-être un peu plus l'habitude maintenant de faire les bébés un peu plus tard, je m'attendais à ce que les chiffres soient beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et finalement, les chiffres sont assez similaires un peu partout dans le monde. Il y a bien sûr des exceptions, mais pas tant que ça. Donc en France, par exemple, on a un couple sur 8 qui va consulter pour un souci d'infertilité, c'est-à-dire un couple qui a déjà essayé pendant un certain temps et qui se rend compte, bah ça vient pas. Et sur ces couples qui vont consulter, il y a 25%, il y a un quart qui n'auront aucun diagnostic, c'est-à-dire où on n'aura pas trouvé pourquoi ils n'arrivent pas à concevoir. Euh, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment inquiétant. Et en cherchant un petit peu plus loin, on voit que il y a, on parle souvent de l'âge de la femme qui joue un rôle. Plus la femme est âgée, plus elle a de risques d'avoir des soucis de tomber enceinte. Mais dans les études, on voit que l'âge de l'homme joue un rôle également très important, parce que plus un homme est âgé, plus la qualité de son sperme sera impactée. Et puis, on a des sujets que tu as déjà évoqués au Hmm. début, bah, notamment les perturbateurs endocriniens, la pollution de notre monde qui semble impacter les femmes et les hommes de même façon, c'est-à-dire que ça impacte vraiment au niveau cellulaire et à partir de ce niveau cellulaire, ça va impacter bah, notamment les organes génitaux et la production de notre capital fertile. Vas-y, Vincent. Du coup, est-ce que tu pourrais nous définir aussi l'infertilité, la stérilité? Parfois, on confond un petit peu les deux. Est-ce que tu pourrais mettre un mot sur tout ça? Hmm. Eh bien, la stérilité, c'est l'incapacité de concevoir. Chez l'homme, la stérilité typiquement va être associée avec le fait que dans le sperme, le nombre de spermatozoïdes, des petites cellules qui bougent et qui amènent le matériel génétique, va être trop pauvre ou bien que ces spermatozoïdes ne bougent pas bien, ne sont pas bien vivables. Chez la femme, l'infertilité, la stérilité peut être due à des différents facteurs. Donc, ça peut être le fait qu'il y a un problème anatomique, par exemple, tout simplement. Ça peut être le fait qu'il y a une maladie qui a fait que la conception n'est plus possible. Donc, finalement, la stérilité et l'infertilité, c'est quelque chose d'assez similaire. Je ne pense pas il y a probablement une définition qui doit jouer une nuance, mais pour le quotidien, pour une définition classique, et je pense pas que c'est très, très différent. Moi, j'avais une question, tu en parlais tout à l'heure. Tu dis les gens, au bout d'un certain temps, il y a ce besoin de prendre rendez-vous. C'est quoi à peu près la moyenne à partir de laquelle, je dis pas il faut s'inquiéter, mais tu conseillerais d'aller consulter? Au bout de 6 mois, au bout d'un an? Et deuxième question aussi, tant que j'y suis, excuse-moi, tu parles aussi d'âge pour, entre parenthèses, où on aurait le plus de chances pour se reproduire. Chez l'homme et chez la femme, tu le mettrais à quel âge? Ces deux petites questions, s'il te plaît. Alors la première, effectivement, il est conseillé de consulter si au bout de 6 mois d'essai, ça veut dire que si un couple pendant 6 mois sont assez appliqués, on va dire, dans l'affaire, c'est aussi ça ce qui est important parce que bon, si par exemple un couple a une relation à distance où on n'a pas beaucoup de rapports, il faut quand même qu'il y ait les rapports réguliers, notamment dans la période fertile de la femme. Et si au bout de 6 mois il n'y a pas eu de grossesse, on peut faire un bilan un peu plus approfondi. Hum, Typiquement, une prise en charge médicale d'assistance, c'est ce qu'on appelle la procréation médicale assistée ou la PMA. Elle n'est pas proposée au bout de 6 mois. Elle est proposée un peu plus tard, typiquement au bout d'un an et demi, 2 ans. Ça dépend bien sûr des facteurs médicaux de chaque partenaire, mais au bout de 6 mois, on peut faire un bilan déjà pour se rassurer ou bien pour aller plus loin. Et ta deuxième question, eh bien pour la femme, euh,
il y a eu des études qui ont estimé que le meilleur âge de procréer serait milieu jusqu'à la fin vingtaine, au début de la trentaine. Ce qui est intéressant parce que c'est à peu près l'âge où en France on va avoir, c'est l'âge typique moyen pour la première grossesse, entre 28 et 31 ans. Et en même temps, on sait qu'à partir de 35 ans chez la femme, parfois ce chiffre est même mis après 30 ans chez la femme, on va avoir un petit déclin de fertilité qui va commencer. Et chez l'homme, on ne sait pas. Pour le moment, je n'ai pas trouvé suffisamment de recherches qui disent chez l'homme, à partir de certain âge, il y a des soucis. On sait que plus ça avance, plus il peut avoir de risques, mais pas forcément de problème, juste une statistique. Mais on n'a pas d'âge clé comme chez la femme, 35 ans, on peut s'alerter. Chez l'homme, il n'y a pas cet âge clé. Ok. Et tu conseilles du coup au bout de 6 mois de voir quelqu'un, excuse-moi Vincent, tu conseilles d'aller voir quelle personne, si tu devrais nous diriger vers quelqu'un, Déjà son médecin. C'est le médecin traitant, le médecin généraliste va être le premier interlocuteur et qui va faire un premier bilan. Tout à fait. D'accord. Ok. Vincent? Et en cas d'infertilité, quelles sont les pathologies majeures rencontrées? Alors, il y a, on va dire, si vous voulez, pour cette discussion, on va exclure les pathologies qui sont un peu plus rares, mais qui vont être un peu plus compliquées à traiter, notamment tout ce qui est problèmes anatomiques qui font que la femme ou l'homme ne peuvent pas concevoir. Les problèmes qui sont beaucoup plus fréquents et qui vont atténuer la fertilité, donc pas forcément rendre infertile, mais qui peuvent rendre la fertilité un peu plus compliquée. Eh bien, chez les hommes, on voit une baisse de testostérone qui impacte de plus en plus de jeunes hommes. Et avec ça, avec la baisse de testostérone, il y a des modifications au niveau du sperme, au niveau de la qualité du sperme. Chez la femme, les deux pathologies très courantes qui peuvent impacter la fertilité, ça va être l'endométriose et le syndrome d'ovaire polykystique. Et puis chez les deux, une pathologie qui peut impacter la fertilité, c'est l'hypothyroïdie. Même si elle est un peu plus présente chez les femmes, elle peut impacter les deux. Et ça, c'est ce qui, on va dire, le plus fréquent, même si ce sont pas des choses qui vont rendre infertile, mais ce sont des choses très courantes qui vont impacter la fertilité. Oui, je t'avais entendu parler de ces pathologies et tu disais qu'il fallait définir et relativiser quand un diagnostic est posé. C'est pas l'infertilité et pas une fin en soi, ça prédéfinit pas le verdict final. On peut être féconde même avec des diagnostics comme ça. Absolument. Et il y a des preuves de ça tous les jours. C'est-à-dire que un couple où une femme est porteuse de syndrome d'ovaire polykystique ou SOPK et un homme avec une baisse de testostérone peuvent tomber enceintes dès le premier ou deuxième coup. Donc ce sont des choses qui moi j'aime bien expliquer ça un peu comme un sort de buffet des différents facteurs, et selon notre individualité et notre parcours dans la vie, on peut être amené à prendre certains plats du buffet, et cette fertilité n'est pas forcément quelque chose qui est arrivé de notre assiette, à notre insu la plupart du temps. Donc ça peut être impacté chez quelqu'un, mais pas chez les autres. Et du coup, le fait que cette consultation pour un avis à 6 mois elle survienne, est-ce que retarder cette consultation, ce serait pas justement une bonne idée? Parce que est-ce que c'est pas un effet nocebo justement de faire un spermogramme et de se rendre compte, en fait, mon sperme il est pas de super bonne qualité, le problème vient de moi. Est-ce que c'est pas un mauvais engrenage dans lequel on rentre où on se dit d'avoir quelque chose de factuel noté qui dit que tu es le problème et tu poses problème, peut-être on en discutera sur l'aspect psychologique, mais... J'adore cette question, merci Pierre. Et effectivement, j'ai fait toute une partie de mon livre sur ces effets placebo et nocebo.
Parce que tu as raison, avoir un diagnostic, donc un diagnostic typiquement c'est pas quelque chose de positif, ça va souvent amener beaucoup de réflexion, rumination, prise de tête, parfois des appréhensions, de l'anxiété. Je pense qu'à ce moment-là, c'est une décision individuelle et le fait de le savoir un peu plus tôt peut nous permettre de prendre des mesures un peu plus tôt. Parce que mon but, c'est aussi de transmettre l'idée juste parce que il y a, par exemple, un impact sur le sperme. Si le sperme n'est pas aussi bien qu'on le souhaiterait, il y a des choses qu'on peut faire. Et si on le sait pas, on sera peut-être un petit peu moins motivé pour le faire. Et par la suite, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour contrer ce côté nocebo, ce côté emprise négative dans notre tête. Super. Donc, pour répondre à ta question, à 6 mois, c'est pas du tout une obligation. C'est une recommandation. Et il y a toujours des aspects personnels qui jouent. Donc, pour les personnes pour qui ça semble trop tôt, pas de problème. C'est toujours à peser un peu le côté bénéfice-risque. Qu'est-ce qui est faisable pour moi à ce moment-là? Il n'y a pas de mauvaise décision en tout cas. Tu vois, on a consulté Meryl, qui est gynécologue spécialiste en PMA, qu'on salue d'ailleurs. Et elle préconisait plutôt 1 an en dessous de 35 ans. Tu vois, le temps, parce que finalement, le temps n'est pas si pressé que ça. Si le désir de fécondation passe après 35 ans, le temps est un peu plus pressé. Donc là, elle conseillait plutôt 6 mois. Voilà. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une très belle recommandation. J'ai peut-être une petite nuance à ajouter en tant que généraliste. C'est que au bout de 6 mois, ça peut être pas forcément pour diagnostiquer quelque chose de mauvais, mais déjà pour faire un bilan, pour tester des choses qui sont importantes pour la fertilité. Notamment, on a parlé de la thyroïde et aussi la qualité de sperme, et peut-être le taux de certaines vitamines. Et ça peut être le moment, pas forcément pour montrer du doigt quelque chose de mauvais, mais aussi de dire tiens, on pourrait peut-être optimiser les choses dès maintenant sans attendre. Ok, hyper intéressant. Mais du coup, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces problèmes d'infertilité, on aurait aimé que tu nous expliques en vulgarisant et de façon très simple un petit peu le cycle de la femme, parce que c'est vrai qu'on se rend compte auprès de nous que les femmes, malheureusement, ne savent pas à quel moment elles sont fécondes. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous le définir très rapidement pour savoir à quel moment dans le cycle on peut justement être féconde? Et aussi, une autre question, c'est est-ce qu'il y a un moment dans l'année où on a plus de chances de tomber enceinte qu'un autre? Je te laisse la parole. Oui, j'adore parler de ça. Super. Alors, les femmes et les hommes ont un cycle en commun et c'est le cycle quotidien. C'est notre cycle de veille et sommeil. C'est notre cycle de le matin, on se lève avec les hormones de stress c'est les hormones de stress, mais c'est aussi les hormones de vigilance. Et on en a normalement le plus le matin et puis ça baisse tranquillement dans la journée et dans la nuit, ça se régénère et ça repart. Et chez l'homme, la testostérone va suivre à peu près le même cycle. Le matin, il y en a au max, que la plupart des hommes savent en se réveillant, et par la suite, ça baisse tranquillement dans la journée, et puis ça, le soir, typiquement, il y en a le moins, et dans la nuit, ça récupère. Chez la femme, en plus de ce cycle, il va avoir le cycle menstruel. Et là, pour le rendre peut-être plus simple à comprendre, j'aime bien le comparer aux 4 saisons. On a notre période des règles qui est un peu comme l'hiver. Tout est tombé, tout tombe, toutes les feuilles sont parties. Au niveau hormonal, on est au plus bas. Et typiquement, c'est une période où on a besoin de se mettre en retraite, d'hiberner un petit peu. Typiquement, la femme peut avoir besoin d'un peu plus de calme, d'un peu plus de temps pour elle, d'un peu plus de stimulation sportive, d'un peu moins de stimulation sportive, d'un peu moins de charge au travail quand c'est possible. Ensuite, on a le printemps qui arrive, c'est la phase folliculaire qui va en soit commencer avec les règles, mais on va dire surtout à la fin des règles et à le printemps qui arrive, les hormones commencent à monter, on prépare finalement le follicule qui va être le futur ovocyte qui va
pouvoir être fécondé. Et donc, dans cette période, il y a tout qui va fleurir en fait dans le corps de la femme. Il y a les hormones qui montent, il y a les choses qui se préparent au niveau de ses ovaires, au niveau de son utérus, mais aussi au niveau de son énergie. Typiquement, on sent une montée d'énergie. Quand on fait du sport, on a des meilleures performances, on peut aller plus fort, on peut aller plus loin. Au travail, on est plus motivé. Et on a l'été, et qui est la période d'ovulation, où on a vraiment un pic de certaines hormones, on a un pic de testostérone qui nous fait plus de libido, on a un pic d'estrogène, un pic de LH, qui fait que notre follicule, qui était jusque-là dans l'ovaire, follicule, en fait, c'est l'ovocyte avec sa petite coque, si vous voulez, et ce pic hormonal, ça fait vraiment une explosion de l'été, et il y a le fruit qui arrive, et ça rompt, et l'ovocyte va partir sur son voyage. Il va aller dans les trompes ovariennes et aller vers l'utérus tranquillement. Et sa petite coque qui est restée là, ça va aussi avoir une fonction, c'est ce qu'on appelle le corps jaune, et elle va produire une hormone qui va faciliter l'implantation de l'embryon si jamais il y a une conception. Et par la suite, on rentre dans la période d'automne, et c'est la période où on récolte beaucoup de fruits, et c'est une période où hormonellement il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc typiquement c'est une période où la femme va avoir des besoins accrus au niveau des calories, elle aura besoin de plus de protéines, plus de graisses, plus de glucides, elle aura des performances notamment mentales qui peuvent être accentuées grâce à l'hormone produite par le corps jaune qui est neurostimulante et neuroprotectrice. Elle peut avoir au niveau de son énergie, quand tout se passe bien, elle va avoir quand même beaucoup d'énergie, mais qui va tranquillement diminuer le long de cette phase, un peu comme en automne. S'il n'y a pas eu de fécondation, s'il n'y a pas eu de conception, donc un cycle plus classique, on va dire, en dehors de la grossesse, au bout d'un moment, cette petite coque qui produisait l'hormone progestérone, elle s'épuise, il y a personne pour la soutenir, et donc elle part. Et comme il n'y a plus personne pour soutenir cette phase d'été ou d'automne riche de récolte, tout va diminuer. Toutes les hormones vont diminuer. Et à ce moment-là, on prépare l'hiver. On prépare le fait de faire tomber les feuilles ou la couche de l'endomètre, et on repart pour un nouveau cycle. Est-ce que ça vous semble plus clair? C'était magnifique comme histoire, hein. Je pense que tu nous as transportés tous les trois. Si j'ai un petit truc à ajouter, je dirais que c'est peut-être l'été indien, tu vois, la période de nidation. Tu vois, c'est encore l'été qui se prolonge, il fait chaud, mais on sent que c'est la fin de l'été. Voilà, c'est juste une petite proposition. J'ai juste, j'ai du coup, je me suis intéressé au cycle féminin. Et j'ai fait un petit quiz avec les femmes qui m'entourent, et j'ai été très surpris en fait de la non-connaissance en fait de leur cycle, dont un post qui m'a choqué sur ta page Instagram, c'est en fait les jours où la femme est féconde. Donc j'ai fait le petit quiz sur 5 femmes, et il y a eu 0 sur 5. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer les jours de fécondité de la femme? Eh bien, ça va être en été, en été du cycle. C'est-à-dire qu'en soi, la femme est féconde à peu près 24 heures sur son cycle. Et c'est le moment où son ovocyte a été relâché. Par la suite, l'ovocyte, il vit à peu près 24 heures. Bien sûr qu'il peut y avoir des petites différences, mais à peu près c'est une journée. Donc si au bout d'une journée, il n'a pas rencontré le spermatozoïde de sa vie, et qu'ils n'ont pas réussi de faire cette relation amoureuse, eh bien à ce moment-là, l'ovocyte il est beaucoup trop déprimé pour continuer sa vie et il se désagrège. Mais à cela, il s'ajoute quelques jours du fait que selon la qualité du sperme de son partenaire, les spermatozoïdes peuvent survivre un peu plus longtemps que un jour. Ils sont un peu plus robustes, hein, ces petits bonhommes. Donc, la plupart du temps, un spermatozoïde peut survivre entre
3 et 7 jours. Ça, c'est le maximum qui a été constaté, c'est 7 jours. Mais sachant qu'au bout de 7 jours, c'est un petit papy, hein. Il sera plus trop tenace. Donc, je suis pas sûre qu'il aura suffisamment de force de faire la cour à l'ovocyte, si on veut dire. Donc, la plupart du temps, on est plutôt entre 3 et 5 jours. Donc, quand on prend les 5 jours avant l'ovulation plus le jour d'ovulation, ça nous fait à peu près 6 jours où la femme est vraiment susceptible de tomber enceinte. Le souci qui se pose, c'est que ce n'est pas toujours le même jour. Selon le cycle, ça peut être beaucoup plus tôt et des fois beaucoup plus tard. Et exceptionnellement, ce jour d'ovulation peut même être juste à la fin des règles. C'est-à-dire que si les règles étaient assez longues et que l'ovulation de ce cycle-là était relativement tôt, il y a eu des femmes qui ont pu même tomber enceinte en disant « Moi, mon dernier rapport avant que je tombe enceinte était pendant mes règles. » Donc, le rapport était peut-être vers la fin de leurs règles. Ensuite, ils ont ovulé 2-3 jours plus tard ou 4 jours plus tard et ça a donné la conception. Bah, écoute, c'était pas... Ouais, vas-y, Pierre. Et du coup, pour évaluer le jour de l'ovulation, quels sont les moyens proposés? Le moyen le plus fiable va être la température basale, c'est la température corporelle de la femme. C'est sur ce moyen-là qui se basent les méthodes de contraception naturelle, la calculothermie, la symptothermie, qui vont se baser la calculothermie uniquement sur la température, la symptothermie sur la température plus 2-3 autres symptômes. Mais ce qu'on sait, c'est que juste avant l'ovulation, juste avant que ce follicule rompe et relâche l'ovocyte, il va avoir une petite baisse de température du corps de la femme. Et après l'ovulation, parce que on est dans cet été indien et on a plein de choses à faire au niveau de notre corps, les hormones travaillent beaucoup, on a plein de choses à construire, la température va monter. Et on a donc cette hausse de température qui va nous dire, OK, en fait, l'ovulation, elle a eu la veille. Quand on a un cycle régulier et qu'on est toujours plus ou moins dans les mêmes 3-4 jours, on va le reconnaître déjà dès la baisse. Quand on a un cycle un peu moins régulier, on va le reconnaître surtout quand la température a monté. Et dans la calculothermie, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a la palpation de la glaire cervicale. Et je Ça, pense c'est que la c'est intéressant. sympto. C'est la sympto, ok. C'est la sympto. Et je pense que ça peut être intéressant d'éduquer toutes les femmes à la palpation de la glaire cervicale, au rôle de cette glaire cervicale. Alors, là-dessus, je peux avoir un avis un petit peu différent des grandes fans de symptothermie. C'est que la glaire cervicale va être modifiée avec le jeu hormonal de la femme. Cependant, la glaire cervicale ne va pas nous dire est-ce qu'on a ovulé ou pas. Elle va uniquement nous dire si notre corps était prêt à ovuler. Donc, les changements de la glaire cervicale vont nous dire OK, le jeu hormonal était là, les estrogènes montaient, la testostérone montait, tout ça, ça modifiait la glaire. Mais finalement, on ne saura pas si ces montées hormonales ont été suffisantes pour déclencher l'ovulation. La seule chose qui va cliniquement nous montrer qu'il y a bel et bien eu une ovulation va être cette hausse de la température qui aujourd'hui typiquement se fait calculer par des applications comme Natural Cycles ou Moonly ou d'autres. Il y a Daisy. C'est un peu le portail en fait, le portail à l'utérus, aux ovaires, cette glaire cervicale. Alors, Est-ce que le portail est ouvert, entrouvert, complètement fermé à double tour, non? J'avais cru comprendre ça. Tu parles de manière un peu métaphorique ou Ouais, bien sûr. Donc un peu plus où on parle vraiment de l'ouverture du col. On parle Ouais, juste que je comprenne bien la pour question. moi, la glaire cervicale et l'ouverture du col, c'était l'ouverture, la fermeture à l'accès à l'utérus, aux ovaires. Je l'avais vu un peu comme ça, tu vois. Oui, on peut tout à fait le voir un peu comme ça. C'est-à-dire plus la glaire est fluide, plus ça va être simple pour les spermatozoïdes de naviguer dedans.
D'accord? C'est beaucoup plus simple de nager dans l'eau que dans l'huile ou ou dans quelque chose Dans de un très mur. visqueux. Voilà. Mm. Pierre, tu avais une question, je Et du crois. coup, pour une femme qui nous écoute et qui voudrait tester la méthode de prise de température, le tuto, ce serait quoi? C'est je mets le thermomètre sous l'aisselle, dans la bouche. Dans la bouche. Ok, Dans la bouche, au fond de la langue, là où la langue ok. s'insère. Je crois que ça s'appelle le fond de la Sous langue. la langue, tu veux dire? Et on ferme la bouche Ouais, sous la langue. d'accord. Hein, on ferme la bouche pour que la température soit isolée. Et ce sont des thermomètres spécifiques qu'on appelle un thermomètre basal. La seule différence, c'est qu'il va montrer 2 chiffres après la virgule. Donc ça sera pas 36,8, ça sera 36,89. Ok. Puisque les changements de température ne sont pas non plus, on change pas de plusieurs degrés. On change typiquement de 0,5 degrés, donc on peut passer de 36,3 à 36,78. Hein. Il est important d'avoir une précision de ces 2 chiffres après la Je le prends le virgule. matin? Et est-ce que cette prise de température, elle doit être à la même heure, la position, est-ce qu'on doit être allongé, assis? Typiquement, on va conseiller de la prendre au réveil après avoir dormi minimum 4 heures. C'est-à-dire que si par exemple on a eu une nuit agitée où on s'est levé à 4 heures pour faire pipi, à 5 heures pour boire un verre d'eau, et puis à 7 heures le réveil sonne, ça c'est une matinée où on va pas noter notre température parce qu'elle peut être perturbée par ces facteurs-là. Du coup, tu parles du cycle de la femme, donc on a bien compris, on avait une petite fenêtre de 3 jours, mais tu parlais aussi du coup du cycle de l'homme et de la femme qui était un petit peu en symbiose les deux le matin. Donc est-ce qu'on a plus de chances le matin que le soir ou pas spécialement d'avoir une Par rapport à la fécondation? fertilité, Par rapport aux deux, ouais, euh, du coup, est-ce qu'on peut associer ces deux cycles pour optimiser, être à 1000% fertile, c'est possible ou pas? eh Bravo. Est-ce qu'il y a un bien, moment parfait en fait? Voilà. Il est bien, bien je n'ai placé. pas Parfait. recherché cette question-là. Euh, je n'ai pas recherché cette question-là de savoir si faire l'amour le matin donne plus de chances de tomber enceinte que le soir. Euh, Là, c'est juste une spéculation que je vais Ok, faire en disant, je ne pense pas que c'est si important que ça. Ça peut jouer davantage sur notre libido que sur notre fécondabilité. Hein. ok. C'est parce que le sperme de l'homme, c'est pas comme si le matin il est tout frais et puis le soir il est tout pourri. C'est quelque chose qui se renouvelle toute la journée régulièrement. Et pour la femme, c'est pareil. Son ovulation n'aura pas toujours lieu à 7 heures du mat. Ça peut être le soir, ça peut être le midi. C'est aujourd'hui on vit un petit peu moins avec le cycle du soleil et de la lune, et donc je pense qu'on peut euh, on peut avoir un impact aussi diminué de toutes les forces de la nature là-dessus. Ok. Donc pour ça, je dirais faites l'amour à l'heure qui vous convient. Ok. Je pense que Et ça est-ce va pas qu'avoir diminuer votre pourcentage. est-ce qu'avoir un renouvellement très rapide du sexe, ça améliore est-ce que d'avoir un renouvellement pardon, des spermatozoïdes régulier, ça va permettre d'avoir plus de chances ou pas spécialement? Genre, je sais pas si on a une Euh, éjaculation peut-être tous les jours, peut-être, est-ce qu'on a plus de chances que si on a une éjaculation tous les 4 jours? Est-ce que ça change le pourcentage de chance et de fécondité du sperme? Pareil, je n'ai pas recherché cette question. Combien Ok. de temps il faut se masturber pour pour être au top? Euh, En Combien de fait, fois? Non, quand on parle de la qualité du sperme, c'est pas uniquement le fait qu'ils sont tout bébés, les spermatozoïdes, tout jeunes. C'est surtout quelle est leur santé. ok. De toute façon, c'est à peu près 1 mois à 3 mois leur cycle de vie. Donc, Ah, euh, 3 mois? oui, Ok. donc si on prévoit beaucoup d'éjaculation sur une courte durée, je suis pas sûre que ça va vraiment améliorer la qualité du sperme, mais encore une fois, c'est une hypothèse. Je n'ai Ok. pas vérifié. Super. Et ça, Intéressant. j'ai vu que tu parlais de qualité ovocytaire et qualité de spermatozoïde. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce terme de qualité, du coup? Alors, avec plaisir, mais on va aller vraiment au niveau cellulaire. Parce que Allons-y. la Allons-y. qualité, allez, la qualité d'un organe, n'importe lequel, que ça soit testicule, ovaire, cerveau, foie,
cœur va dépendre de la santé de chacune de ces cellules. Et la santé de la cellule va beaucoup dépendre d'une partie de la cellule qui s'appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est un petit peu comme une fabrique à énergie d'une cellule. Ça produit de l'énergie que la cellule va utiliser pour son travail. Donc, vous, si vous avez de l'énergie, vous allez pouvoir être un bon kiné. Si vous avez peu d'énergie, il est possible que dans votre travail aussi, ça sera vous allez être moins attentif, moins présent, et c'est pareil pour la cellule. Donc, une cellule d'un ovocyte, si elle a des mitochondries qui ne produisent pas très bien l'énergie, elle va avoir du mal à faire son travail de manière parfaite. Et les mitochondries, c'est vraiment comme une fabrique de l'énergie qui va travailler un peu comme avec un moteur. Le moteur qui a besoin d'essence ou d'électricité, si on veut. Et ça va être nos nutriments, notamment nos protéines et nos graisses. Et puis, ça a besoin d'être bien entouré avec toutes les pièces. Et ça va être nos micronutriments. Ça va être les vitamines, les minéraux et d'autres petites substances qu'on ne voit pas à l'œil nu. Quand ça tourne bien, ça va faire bien de l'énergie, mais comme tous les moteurs, ça va aussi produire des gaz d'échappement. Et ces gaz d'échappement, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. C'est vraiment les molécules qui sont toxiques, qui sont produits lors de la production de l'énergie, mais qui sont, c'est un peu un déchet exactement, une ordure, et qui ont besoin d'être neutralisées. Pour ça, on va utiliser les substances qu'on appelle les antioxydants et qui ont besoin par la suite d'être sortis de la cellule. Autrement, ça va abîmer nos petits fabriques à énergie, nos mitochondries, et ça va abîmer aussi notre matériel génétique, notre ADN. Donc, la qualité de notre sperme, de nos spermatozoïdes, et la qualité de nos ovocytes, tout comme la qualité de chaque autre organe, va dépendre en grande partie de la santé de ces mitochondries. Donc, tu plaçais l'ovocyte comme dans le top 3 des cellules qui avaient le plus de mitochondries parce que la fonction de l'ovocyte, c'est de se démultiplier et de produire de l'énergie pour produire de nouvelles cellules. Alors, nos organes génitaux, ce sont parmi ceux qui sont les plus riches en mitochondries. Il y a le cerveau qui va pas être loin. Et ce qui est intéressant peut-être aussi à savoir, c'est que l'ovocyte va garder ses mitochondries à l'intérieur, alors que le spermatozoïde, ses mitochondries sont dans sa petite queue qui le fait propulser. Et ce qui a fait la nature, ou Dieu, selon la croyance de chacun, c'est que quand il y a une fécondation, la petite queue d'ovocyte, de spermatozoïde, elle va rester à l'extérieur. Et il n'y a que sa tête qui va se réunir avec l'ovocyte. Parce que, comme il avait besoin de se faire beaucoup propulser, il a créé beaucoup d'énergie, il a créé aussi beaucoup de gaz d'échappement, beaucoup de radicaux libres. Donc, il y a beaucoup de risques que l'ADN à cet endroit-là a été abîmé. Et c'est ce qui fait que notre matériel génétique de nos mitochondries, de nos fabriques à énergie, est uniquement transmis par notre mère. Ok. Et du coup, tu parles de l'importance des mitochondries et qu'est-ce que ça serait? On va peut-être en parler après avec les perturbateurs endocriniens justement, mais c'est quoi les éléments justement? Ça, on va découler sur ça. Maintenant, je pense qu'on a été très complet au niveau de l'introduction. Je peux te couper, Alexandre, juste pour avoir une petite vulgarisation de notre cycle à nous, les hommes, parce que la fertilité, c'est à la fois la fertilité de la femme et de l'homme. Est-ce que tu pourrais nous vulgariser un petit peu notre cycle? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de cycle. Il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple. C'est ce que j'ai dit au début. C'est le cycle. Le matin, on est au top et ça baisse tranquillement vers le soir. Et puis dans la nuit, ça se régénère. C'est ça le cycle. Ça, c'est le cycle de la testostérone. Le cycle de la production des spermatozoïdes. En fait, il n'y a pas vraiment de haute et de baisse. C'est juste que c'est renouvelé régulièrement. Hein? Okay. Contrairement à la femme, où la femme, elle va être née avec son stock des ovocytes
Et à chaque fois qu'elle ovule, elle en perd un, mais en fait, elle en perd aussi toutes les autres qui sont autour, parce que chaque ovulation, c'est comme une petite explosion. Donc, on estime que ça crée une petite réaction inflammatoire à côté, ce qui va tuer, je sais pas, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'ovocytes. Et donc, à chaque ovulation, on n'en perd pas un ovocyte, mais on en perd beaucoup. Chez l'homme, c'est quelque chose où il n'y a pas de nombre prédéfini. On le renouvelle régulièrement. Donc il n'y a pas un cycle. Tu m'avais posé la question, Alexandre, s'il y a un moyen un moment dans l'année. Et Oui, l'été, le printemps. Le printemps, les oiseaux qui chantent, en fait, je voilà. pense que ça dépend beaucoup de comment on vit. Oui, Je pense que si on vit de manière que l'hiver, on est beaucoup enfermé chez soi, on fait pas de sport, on bouge pas, on mange gras, on mange sucré, effectivement, notre fertilité, comme toutes les fonctions de notre santé, peuvent subir des dégâts. Et l'été, si on est beaucoup dehors et que on se bouge plus et on mange peut-être un peu plus sainement, dans ce cas-là, ça serait un petit peu mieux. Mais si on vit sainement plus ou moins toute l'année, normalement, ça devrait pas impacter énormément. Ça marche. Donc en Vas-y, fait, Pierre. pour conclure cette partie, la fertilité suit la vitalité de l'individu. À mon avis, Ok. oui. Pour moi, c'est une des fonctions qui découle finalement de la santé cellulaire. Et c'est pour ça, parce que quand on fait juste le calcul, rien que chez la femme, on est né avec on est né avec plusieurs millions d'ovocytes, et puis on arrive à 200 000, et puis à la ménopause, il n'y a plus rien. Juste en calculant, ça fait une chute qui n'est pas très linéaire, en fait, qui n'est pas très logique. Donc, il doit avoir quelque chose d'autre, à part le fait que juste on est trop vieille pour avoir des ovocytes. Et quand on se penche un petit peu sur le travail, sur la santé des mitochondries, on voit à quel point ça va influencer toutes les fonctions de notre corps, y compris la fertilité. Donc, effectivement, moi, la façon de laquelle je vais parler de la fertilité, notamment dans mon livre, c'est qu'on va l'approcher du point de vue des mitochondries, qu'est-ce qu'il leur faut pour être bien, et du point de vue d'équilibre hormonal, et puis du point de vue de l'impact de notre mental sur notre corps. D'où l'intérêt de ce que tu proposes en médecine fonctionnelle de préparer notre corps à être fertile quand on a un désir de conception d'enfant. C'est de travailler en amont, en fait, hein, d'augmenter notre santé avant l'idée même de concevoir un enfant. Alors, le terme médecine fonctionnelle n'existe pas en France parce que ce n'est pas une spécialité reconnue, mais on peut dire c'est Et sur peut-être 1000%, ça existe. Oui. Hein. Oui, mais on va dire, on va suivre ce qui est conseillé. On va parler plutôt de l'approche fonctionnelle. Et en soi, ce sont des choses qui peuvent être vraiment accessibles à tout le monde. Donc c'était aussi mon but de transmettre ces connaissances un peu à tout le monde, parce que ce sont des choses qui sont pas très compliquées. Il y a certaines choses dans l'alimentation, dans le mode de vie, dans les compléments alimentaires qui sont facilement accessibles et qui peuvent en tout cas optimiser cette fonction de notre corps, ce côté mitochondrial, hormonal, et aussi le lien entre le mental en amont, sans forcément attendre qu'il y ait un problème, parce que si on optimise certaines fonctions de notre corps, c'est pas uniquement les chances de tomber enceinte, ce sont aussi les chances d'avoir une grossesse en bonne santé, d'avoir un bébé en meilleure santé et d'avoir par la suite les suites de grossesse et le début de sa vie en meilleure santé. Du coup, tu parlais de l'importance des mitochondries et une question très bête, et ça va aussi faire partir un petit peu l'interview sur un autre sujet. On parlait des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'ils vont justement avoir un impact sur les mitochondries, leur nombre, ou pas spécialement? Et est-ce que déjà tu pourrais nous définir ce que c'est? Parce qu'apparemment on en parle beaucoup, un peu, ça paraît un peu mystérieux. Je pense qu'on ne sait pas exactement ce que c'est pour la plus grande majorité. Donc est-ce que déjà tu pourrais un peu nous éclaircir tout ça et nous amener un petit peu la lumière, s'il te plaît? Moi, je la trouve très intelligente, cette question, plutôt. Commençons peut-être par la définition. Le perturbateur endocrinien est un terme qui va réunir toutes les substances qui vont perturber notre équilibre hormonal. Donc le mot endocrinien, ça veut dire hormonal en langage médical.
dans ces substances, il y a des choses qui peuvent être tout à fait naturelles, comme par exemple certaines moisissures peuvent sécréter des perturbateurs endocriniens, certains parasites peuvent le sécréter, certains champignons. Il peut y avoir des choses qui sont pas naturelles mais qui sont thérapeutiques. Un des plus grands perturbateurs endocriniens, c'est la pilule. Et puis, la majorité du temps, quand on parle des perturbateurs endocriniens, on parle beaucoup de la pollution et des toxines environnementales qu'on a aujourd'hui dans l'air, dans la terre, dans l'eau, etc. Et effectivement, ils vont impacter nos mitochondries dans le sens où, typiquement, une partie de ces molécules, pas toutes, mais une grande partie, va provoquer davantage de cet effet de gaz d'échappement, davantage de toxicité dans la cellule et qui va amener le risque de changement négatif de notre ADN, de notre génétique et notamment de la génétique de mitochondries. Parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais les mitochondries, ils ont leurs gènes à eux, en plus de nos gènes qu'on a à nous, nos gènes humains, on a nos gènes mitochondriales. Et quand on a compris que mieux nos mitochondries travaillent, en meilleure santé nous sommes, on comprend que si on a beaucoup de ces radicaux libres, beaucoup de cette toxicité à l'intérieur de la mitochondrie ou de la cellule, qui va d'un côté changer notre équilibre hormonal et de l'autre côté abîmer nos mitochondries, on a finalement un sort de double impact négatif qui peut se faire. Est-ce que Ouais, ça bien vous sûr, c'est paraît très clair? clair, ouais, bien sûr. Et du coup, si tu devais Clair. les classer par ordre d'importance, parce que c'est sûr, autour de nous, il y en a partout. Sinon, j'ai l'eau du robinet, quand je suis à l'extérieur, il y a de la pollution. Mais comment s'y retrouver auquel perturbateur est-ce qu'il faut que je fasse attention, moi, dans ma vie quotidienne, et auquel est-ce qu'il faut que je me dise, bon, ça, je peux rien y faire, quoi, et peut-être pas mettre de l'énergie là-dedans. Eh bien, ça va être vraiment un choix personnel parce qu'aujourd'hui, on a un moyen de dire que ces substances nous impactent de manière négative. On a un moyen de dire que plus on est plus on est exposé, plus on est impacté. On voit par exemple par rapport à la fertilité que dans les zones plus polluées, on a une baisse de fertilité plus importante que dans les zones où l'air est plus clair, plus pur. Mais on n'a pas un moyen de dire s'il y a un grand méchant loup et des loups un peu moins méchants. On n'a pas moyen de dire celui-là c'est le pire, il faut l'éviter et tous les autres c'est un petit peu moins grave. Et je pense une des raisons c'est parce que on n'a pas encore compris comment notre individualité, notre patrimoine génétique, notre état de santé actuel nous rend résistants à certaines choses. Parce que on n'a pas encore un moyen qui nous permet de le classer par ordre de risque. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de se dire je vais avoir l'intention peut-être à moyen ou long terme de réduire mon exposition, mais je commence par ce qui me va le plus facilement, par ce qui me paraît le plus facile à intégrer dans ma vie. Et une fois que ça c'est intégré, j'ajoute peut-être une autre chose et j'ajoute une autre chose pour que ça soit pas non plus quelque chose qui soit bouleversant, qui soit une prise de tête ou qui soit vraiment un perturbateur émotionnel dans ce cas-là. Et là, au pire des cas, on est prêt à bouleverser, par exemple, notre quotidien, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'en gros on mettrait en place pour essayer de limiter au maximum les perturbateurs endocriniens? La pollution, c'est peut-être un autre débat parce que ça dépend de... Bon, après, peut-être déménager aussi, hein, ça peut être un choix personnel. Peut-être que notre lieu de vie est très pollué et on veut aller ailleurs, c'est possible. Mais peut-être au niveau alimentaire, on t'a parlé de la pilule et tu as parlé aussi de l'alimentation, peut-être qu'on va en parler, et de l'eau. Qu'est-ce que tu nous déconseillerais vivement de manger peut-être ou de boire? Ouais, Vincent, tu veux complémenter On veut un environnement à 1000% en fait. Voilà, exactement. Exactement. Alors, bien sûr que si on a envie et moyen de déménager
je sais pas, à Bhoutan, en haut des Himalayas et vivre une vie connectée à la terre, pourquoi pas. Mais quand c'est pas forcément dans les plans, alors un truc, je dois le mentionner à ce moment-là parce que je pense pour vous c'est évident, mais il y a certaines personnes qui ne se rendent pas bien compte, c'est le tabac. Si on a un environnement où soit nous-mêmes on fume, soit une personne de notre entourage fréquent fume, on est exposé à une grande quantité de perturbateurs endocriniens dans le tabac. Excuse-moi, Donc, je oui. peux juste te couper par rapport au tabac. J'avais lu une étude, je sais pas si c'est vrai ou pas, qu'apparemment le tabac, ça pouvait même rester dans les futures générations au fil du temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'avais lu qu'en fait, si on fumait, on avait plus de chances que nous, même si on s'arrête de fumer avant d'avoir un enfant, on avait plus de chances que nos enfants fument parce qu'en fait, on avait eu justement des perturbateurs dans notre corps et qu'en fait, on allait les transmettre à nos futures générations. Je sais pas si c'est C'est quelque de chose que l'épigénétique, Pams. t'as vu ou pas. Ouais, Comment, C'est de Pierre? l'épigénétique. Alors oui, je pense que c'est effectivement c'est plutôt l'épigénétique, c'est l'impact qu'il y a eu sur nos gènes ok, par le tabagisme qui peut être transmis à nos enfants, plutôt que les molécules qu'on a inhalées nous-mêmes. d'accord, ok, ça marche. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé, tu et peux. à ce stade, je pense que c'est très important de prendre un petit peu la peur qui peut être à ce sujet-là. C'est que il faut pas oublier que notre corps se renouvelle et quand on lui permet de vivre sainement, il le fait mieux que quand on est bloqué par la peur. Donc moi, par exemple, j'ai aussi fumé et j'ai fumé beaucoup. Bien évidemment, ça a eu un impact sur mon corps, mais j'estime que tout ce que je fais depuis que je ne fume plus, ça permet d'un côté d'évacuer certaines molécules qui peuvent rester dans notre corps, notamment dans notre graisse, dans nos os, dans notre cerveau, et de l'autre côté, faciliter le renouvellement cellulaire. Là, on parle plus sur l'idée de longévité, mais il faut bien comprendre que juste parce que on a eu des moments un petit peu moins sains dans notre vie, tout est foutu. Notre corps se renouvelle. Pour que ça soit plus concret, l'effet du tabac, quel est l'impact sur notre organisme? Qu'est-ce que ça fait? Euh, on va peut-être se concentrer surtout sur nos organes génitaux, Oui, bien si sûr. vous voulez. Alors, je pense Oui, que bien tout le sûr, bien monde sûr. connaît le lien avec le tabac et le poumon. Le tabac va augmenter le risque de tous les cancers, pas que le poumon. Il va augmenter d'ailleurs le risque de la plupart des maladies chroniques, pas que les cancers. Et je suspecte que majoritairement, c'est parce que ça va amener beaucoup de toxines dans notre corps qui vont embêter nos mitochondries. Et par la suite, selon notre individualité, c'est un organe ou autre qui va, entre guillemets, craquer en premier. Je, quand j'explique ça aux patients, ce côté individuel, je parle des fois des sortes de maillons faibles de notre chaîne. On a tous des maillons faibles de notre chaîne génétique, et c'est pas parce qu'on a un maillon faible que c'est censé rompre. C'est parce qu'on a beaucoup tiré sur la chaîne que ça va rompre à cet endroit-là. D'accord. Donc, le tabac, c'est une des choses qui tire beaucoup sur la chaîne et qui fait beaucoup de pression inutile. Au niveau de côté fertilité, le tabac a été montré de diminuer la qualité de sperme chez l'homme. Ça va rendre les spermatozoïdes plus fatigués. Ça va leur donner des dommages génétiques. Ça va diminuer leur nombre et ça va les rendre tout moches. Voilà, ils vont être moins beaux. Chez la femme, ça va effectivement amener aussi le risque qu'on ovule moins bien. Ça va amener aussi le risque des dommages génétiques et ça va amener le risque de perturbations hormonales. Ok, mais super. Du coup, pour l'environnement, je t'avais coupé, excuse-moi, donc tu disais le tabac. Et qu'est-ce que tu rajouterais d'autre alors pour revenir à notre environnement à 1000%? Alors, l'environnement à 1000%. Ce qu'on peut faire peut-être au quotidien, un truc tout bête que je conseille, enlever les chaussures. Enlevez les chaussures en rentrant, ne marchez pas avec vos chaussures de rue dans votre logement. Parce que nos chaussures de la rue, ils amènent bien sûr un peu de saleté et des bactéries, etc. de l'extérieur, mais ils vont aussi amener probablement des molécules polluantes et des perturbateurs endocriniens.
dans notre logement, on va pas avoir l'air qui circule aussi bien qu'à l'extérieur. Donc, moins on a d'exposition à l'intérieur, mieux c'est. Un autre truc très important, j'en parle un peu plus dans le livre, c'est les moisissures. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un petit peu de moisissure dans leur logement. Ça peut être un mur, ça peut être un coin, ça peut être derrière un placard. Et les moisissures vont produire des petits spores qui vont contenir aussi les toxines qu'on appelle les mycotoxines. Une grande partie de ces toxines ont été montrées d'impacter nos mitochondries, donc d'être toxiques pour nos mitochondries. Il y a certains qui ont été montrés d'être vraiment un perturbateur endocrinien parce qu'ils agissent sur nos récepteurs des estrogènes, chez l'homme comme chez la femme. Il y a certains qui ont été montrés d'aggraver l'inflammation. Et donc tout ça, effectivement, ça peut impacter notre fertilité. Quand on a un logement avec la moisissure, et notamment si on est déjà dans l'optique j'ai besoin d'optimiser ma fertilité, le mieux c'est de le réparer, donc de vraiment assécher le mur ou de déménager. Ok. Donc plutôt que prévoir le déménagement dans un environnement parfaitement sain autour, D'accord. je ferai déjà attention que dans notre logement interne, il n'y a pas des choses qui nous impactent au quotidien. Comme avec tout, c'est pas que la fertilité qui est impactée par les moisissures. Il y a beaucoup de liens avec d'autres maladies. Celle qui est reconnue le plus, c'est l'asthme, mais malheureusement, ça commence à être démontré aussi pour d'autres maladies. Et troisième chose, toujours à l'intérieur, c'est tout ce qui est parfum. C'est tout ce qui est parfum d'ambiance, c'est tout ce qui est bougies parfumées, c'est tout ce qui est les pchit-pchit dans les toilettes et aussi les parfums personnels. La plupart du temps, ils contiennent beaucoup de molécules qui ont été classées comme perturbateurs endocriniens. Ça, ce sont, je dirais, 4 conseils sur 50 qu'on peut donner. C'est vrai que les perturbateurs endocriniens, pour moi, c'était beaucoup lié à la chimie, tu vois, les agents chimiques qu'on peut retrouver dans la peinture, dans les paquets. Dans ma tête, c'était plus autour de la chimie, tu vois. Alors, c'est vrai. Et aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup par exemple, de peintures qui sont faites avec l'idée de ne pas la rendre toxique de ce côté-là. Pour moi, je dois dire, avant de m'intéresser au sujet, donc il y a peut-être 5-10 ans, les perturbateurs endocriniens, pour moi, c'était les plastiques. Hein? Donc, bien sûr que ça aussi, quand on peut diminuer les plastiques, quand on peut diminuer la consommation de l'eau en bouteille ou les emballages, les poêles anti-adhésifs, ça c'est du PFOA, c'est une forme de plastique. Alors, je sais pas si tout c'est Tefal, mais en tout cas tout ce qui est Téflon, ouais, mais tout ce qui est anti-adhésif risque d'être perturbant pour nos hormones. Donc ça c'est fou, hein, parce je pense qu'on a tous évolué dans un environnement avec des poêles de ce type, hein, Tout à fait. Ok. Et bon, il faut privilégier l'inox ou le téflon, Non, pas le téflon. Alors, comme Pierre a dit, si ça pas le téflon, vaut mieux privilégier inox, céramique ou la fonte. Okay. Et avoir une éponge qui gratte bien. C'est tout. Et les filtres Berkeley, les filtres à eau. Berkeley, ouais. Alors, l'eau, c'est tout un sujet. En France, l'eau paraît quand même mieux que dans certains autres pays. Mais il y a beaucoup de flou sur l'eau, sur qu'est-ce qui reste au niveau pesticides, reste de médicaments. Je pense qu'on a un flou nettement moindre sur tout ce qui est bactéries, virus et métaux lourds. Mais par rapport à ce qui est pesticides et chlore, il y a un flou. D'ailleurs, j'avais lu, par exemple, pour le chlore, que contrairement à la norme européenne où il y a une norme, en France, la norme semble être, il faut pas que l'eau ait le goût chloré. Donc, c'est juste. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas clair, en fait. Il y a beaucoup de flou. Donc, filtrer l'eau, ça paraît être une option supplémentaire, effectivement, de diminuer l'impact de ces perturbateurs endocriniens dans notre vie.
La fontaine Berquet, c'est une assez connue et qui a beaucoup de tests enfin, de comment ça s'appelle, des tierces parties. Mais je pense que c'est pas parce qu'elle est assez chère, donc je pense pas qu'elle est accessible à tout le monde. Je pense pas que c'est le seul moyen. Tu recommanderais quoi pour les petits budgets qui ont peut-être pas les moyens qui veulent filtrer un petit peu leur eau et pas avoir une grosse fontaine comme ça? Tu conseilles quoi? Bah, franchement, pour les petits budgets, je resterai avec des petits budgets. Ça peut être la carafe filtrante à condition qu'on la nettoie bien tous les mois et qu'on change la cartouche tous les mois parce que c'est là Ok. où il y a le problème. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent et après chaque cartouche, elle tient 6 mois. Donc, à ce Ouais. moment-là, au lieu de filtrer, au contraire, on s'intoxique même probablement un peu plus. Mais ça peut être aussi des choses comme le charbon actif avec le bâton binchotant, les perles céramiques, à condition par contre de vraiment se faire des Ouais. rappels, de maintenir tout ça en hygiène. Et excuse-moi Vincent. Ouais, Et, vas-y Vincent. et tu parles beaucoup du milieu intérieur à la maison. On voit émerger beaucoup de produits sur les purificateurs d'air. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Alors notamment quand on a des moisissures, ce qui semble bien marcher pour réduire leur taux de manière significative dans l'air, ce sont des purificateurs d'air qui sont dotés d'un filtre qui va s'appeler filtre HEPA, H-E-P-A, avec du charbon actif. Donc il faut bien les deux. Les filtres HEPA avec le charbon actif semblent être en tout cas euh, assez efficace sur la moisissure, mais aussi sur d'autres particules. C'est juste que les moisissures, typiquement, ils sont tellement volatiles qu'on a du mal à les filtrer. Ok. Et avant de partir sur la partie plutôt alimentaire et savoir comment booster sa fertilité avec l'alimentation, justement au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il y a des produits, on entend souvent peut-être le saumon qui est décrié avec les métaux lourds, des poissons comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des aliments sur lesquels il faut faire attention au niveau des perturbateurs endocriniens? J'adore cette question, elle est super pertinente. Je pense que le bénéfice qu'on aura à consommer les petits poissons gras ou les fruits, les légumes qui sont pas bio, il va être beaucoup plus important que le risque potentiel que ça peut amener. Parce que toutes les études, enfin peut-être pas toutes, mais une grande partie d'études de plus grand calibre qui est faite sur la consommation de fruits, la consommation de légumes, la consommation des petits poissons gras, etc., elles n'ont pas été faites sur les trucs bio. Et ils ont été faites sur les légumes, fruits et poissons conventionnels. Euh, Quand il y a des études qui vont comparer bio et non bio, effectivement, bio va gagner. Mais quand on regarde juste consommation ou non consommation, la consommation gagne. Ok. Donc, Il n'y a pas au niveau photo. alimentaire, privilégier des vrais aliments, les aliments bruts et non transformés, fruits, légumes, saumon, je pense que ça va toujours être plus bénéfique que se prendre la tête, oh là là, peut-être qu'il y a des soucis. D'autant plus, excusez-moi, je termine, Oui, bien sûr. les poissons d'élevage, alors on peut discuter sur les conditions d'élevage et le bien-être animal, mais sur le point de vue uniquement santé humaine, les poissons d'élevage contiennent typiquement très peu de métaux lourds parce qu'ils ont été dans l'eau qui n'en contenait pas. Hein. Après, là, le problème sur l'élevage, c'est peut-être plus les antibiotiques, peut-être que les Ça métaux lourds, dépend non? quel type d'élevage, bien sûr, Ok. mais encore une fois, quand on regarde consommation, non consommation, les études qui sont faites sur Ok. le fait de les consommer, ça semble toujours être plus bénéfique que de ne pas en consommer. Je suis d'accord que quand on peut se permettre une meilleure qualité, c'est important, mais moi, j'ai grandi dans les conditions très modestes financièrement et c'est peut-être quelque chose de plus émotionnel. Moi, ça m'embête toujours quand on fait peur aux gens de ne pas consommer quelque chose de bonne qualité parce qu'ils n'ont pas les moyens de se l'acheter. Donc, consommer le saumon le moins cher du supermarché va toujours être plus bénéfique que ne pas le consommer parce qu'il serait pas bien élevé ou parce qu'il y aurait peut-être des métaux lourds, des probiotiques, Ok. des antibiotiques, pardon. Vas-y, Pierre. Petit encart là-dessus. Je pense que le compromis, ça peut être se dire, au lieu d'acheter du saumon de très mauvaise qualité
ou en tout cas le plus bas, on peut arriver à retrouver des apports alimentaires qui sont quand même conséquents en achetant par exemple des maquereaux ou des sardines de très bonne qualité, Bien sûr. avec des apports en oméga 3 qui sont quasiment aussi importants, et par contre avec une quantité de métaux lourds à l'intérieur qui est bien moindre par rapport à des saumons de bonne qualité. Alors, saumon, ça fait partie des petits poissons gras et saumon est typiquement végétarien, c'est-à-dire il mange pas d'autres poissons. Et à ce moment-là, de base, saumon, c'est pas quelque chose qui va avoir beaucoup de métaux lourds. Versus thon, par exemple. Thon, c'est un grand poisson, requin, et ils vont manger d'autres poissons et ils vont vivre plus longtemps, ils vont accumuler plus de métaux lourds en eux. Saumon, de base, c'est pas le truc qui est sur la liste des poissons, on fait attention. Là où je vais dire, peut-être réduire la qualité, ça serait la consommation du thon, parce que effectivement il y a un apport de métaux lourds qui peut être un peu plus important que chez les petits poissons gras. Et Mais du coup, effectivement, du coup, tu nous dis le sardines. thon. Du coup, tu nous dis le thon. Est-ce que tu aurais d'autres aliments comme ça à faire attention avant qu'on Et parte le sur Et soja, le... oui. j'ai écouté que le soja aussi pouvait être un perturbateur important endocrinien. Alors, en principe, oui, parce que ça agit sur les récepteurs. Phytoestrogènes. Mais ce sont des phytoestrogènes, c'est-à-dire que leur action est plus légère que celle de nos propres estrogènes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir typiquement une action plutôt calmante et régulatrice versus, par exemple, la zearalénone, une moisissure qui peut aller aussi sur le récepteur estrogénique et qui va avoir une action très forte et très longue par rapport à nos vrais oestrogènes. D'ailleurs, pour vous les hommes, c'est très important les oestrogènes aussi, c'est notamment la santé de votre cerveau. Donc, le soja, c'est pas le soja le problème, c'est en quelle façon il est consommé. Est-ce qu'il est consommé tel qu'il est censé être consommé? Un soja fermenté, un soja en forme de pousses de soja, de pousses de haricots mongo, ou est-ce qu'il est consommé en forme de boisson de soja ou yaourt de soja, ou c'est finalement quelque chose d'ultra transformé et qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'aliment direct. Donc si on le consomme en tant que vrai aliment, peu transformé, en tant que natto, en tant que tempeh ou les pousses, je vois aucun Et le problème. tofu? Donc le natto et le tempeh, ce sont des formes de tofu fermenté. D'accord. Et c'est typiquement de cette forme-là qu'on le consomme dans les pays asiatiques, d'autant plus qu'il va apporter des prébiotiques, il va apporter certaines vitamines très intéressantes, notamment la vitamine K. Le tofu classique va en avoir un tout petit peu moins, typiquement. Et du coup, juste sur les phytoestrogènes, puisqu'on est dedans, pour toi, c'est pas un élément majeur, parce qu'il y aurait la bière sans alcool, la bière qui pourrait stimuler la gynécomastie chez les hommes. Le Oui. houblon, c'est- non. Est-ce que tu peux définir la gynécomastie pour les auditeurs, s'il te plaît, Pierre? La gynécomastie, de manière vulgarisée, c'est le fait que les hommes développent les seins. Hein. Alors, c'est pas des seins comme chez la femme, c'est-à-dire qu'ils vont jamais pouvoir allaiter un enfant, mais ils développent une graisse au niveau de leur poitrine qui va ressembler au sein et ils vont avoir des mamelons qui vont augmenter de taille et devenir aussi plus Par baisse de la sensibles. testo et augmentation de l'oestrogène. Alors, c'est pas forcément les phytoestrogènes qui vont avoir le problème. D'ailleurs, le houblon, il y a certaines études qui montrent son bénéfice thérapeutique qui peut être trouvé. C'est la façon de laquelle on consomme. La bière contient pas uniquement du houblon, elle contient de l'alcool, qui est une toxique pour notre foie, pour nos testicules et pour notre cerveau. Peu importe combien on en consomme, il n'y a pas de bonne quantité d'alcool. C'est une fausse idée que un verre de vin, une toute petite bière, ça serait OK. Donc, les phytoestrogènes, c'est aussi dans les graines de lin, par exemple. C'est typiquement un effet plutôt calmant et régulateur versus des xénoestrogènes qui sont dans les choses un peu plus chimiques, on va dire. Ah, juste avant de clôturer cette partie, on a beaucoup parlé d'alimentation, mais on n'a pas beaucoup parlé de la contraception, malheureusement, alors que c'est vrai que tu en as parlé au tout début, tu as dit que c'était hyper important. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer pourquoi c'est un perturbateur endocrinien
et nous expliquer à quel moment il faudrait l'arrêter avant d'avoir un enfant, enfin, de façon un petit peu vulgarisée et synthétisée, s'il te plaît. On parle de la pilule, c'est Oui, de la ça, hein? pilule, oui, bien sûr. Alors, la pilule est un perturbateur endocrinien parce que c'est son mode d'action. Elle veut arrêter le cycle chez la femme et elle veut empêcher ce que ce cycle est censé faire. Donc, ça, si c'était pas un perturbateur endocrinien, ça ne serait pas efficace comme contraceptif. C'est son mode d'action. Euh, Par rapport à la fertilité, la chose importante à savoir pour la pilule, c'est que une fois qu'elle a fait son action de contraception, elle a besoin d'être sortie de notre corps, ce qu'on appelle métabolisée. Et dans ce métabolisme, dans cette déconstruction, si on veut, où on va utiliser une grande partie de nutriments qui sont aussi importants pour la fertilité. Le zinc, la vitamine E, les vitamines B, la vitamine C. Et donc, on estime, pour le moment, il n'y a pas suffisamment de recherches pour vraiment le prouver, mais c'est un peu le recul clinique qu'on a. On estime que quand on arrête la pilule, du point de vue nutritionnel ou micronutritionnel, il peut être utile de vraiment de supplémenter ces nutriments déjà pendant la prise de pilule, déjà pour toutes les autres raisons de la santé, mais aussi après pour diminuer l'impact qu'il peut avoir sur la fertilité. Puis quand on arrête la pilule, ça va beaucoup dépendre de la femme à quel point son effet s'arrête immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles arrêtent la pilule, elles ont leur cycle direct, elles ont une ovulation directe, elles peuvent tomber enceintes à peine 2 semaines plus tard. Il y a des femmes qui vont arrêter la pilule et qui vont avoir du mal de retrouver le cycle tout de suite ou de retrouver le cycle tel qu'il était avant. Il y a même, peut avoir des femmes qui peuvent développer un syndrome d'ovaire polykystique réactionnel à la pilule, mais qui typiquement va s'arranger avec le temps. Il y a des femmes qui peuvent voir leur cycle perturbé suite à l'arrêt de la pilule. Et bien sûr qu'il peut aussi avoir des femmes où le cycle va s'améliorer. Ma suspicion, c'est que l'amélioration du cycle n'avait rien à voir avec la pilule, mais tout simplement avec le temps qui est passé. Mais c'est pour dire que il peut être utile de prévoir au moins 6 mois entre l'arrêt de la pilule et le moment où on souhaite vraiment commencer le travail de fertilité. Pour se donner le temps de retrouver un bon cycle, travailler sur la flore intestinale. La pilule perturbe la flore intestinale, elle Ouais. augmente la perméabilité. Donc peut-être pour les gens qui arrêtent la pilule, on partirait pas sur 1 an, mais alors plus sur 1 an et demi avant de vraiment s'inquiéter si on n'arrive pas à avoir un enfant. S'il y a déjà ces 6 mois et qu'on rajoute ensuite 1 an, peut-être prendre encore un delta encore plus important si ça n'arrête pilule, non? Avant de s'inquiéter et faire des examens. En fait, je pense que l'idée que j'avais dans les 6 mois que j'ai proposé, c'est pas forcément pour s'inquiéter. Oui, c'est juste voir. C'est pour avoir un suivi et un conseil et un bilan. Ok. Sans Non, pas forcément l'idée c'est vrai que s'inquiéter, d'inquiétude. c'était ouais, non, c'était un peu exagéré. Désolé. Bah, on peut s'inquiéter aussi, tout à fait, et aucun problème si quelqu'un le fait. On est tous humains, mais je pense l'idée c'est surtout de prendre ces 6 mois après l'arrêt de la pilule, de se dire là je restaure mon cycle. Ça, Ok. là on pourrait parler encore 1 heure et demie Ouais, sur bien des sûr. choses qu'on peut faire, mais ça peut être utile de prévoir un petit lapsus entre l'arrêt de la pilule et le début des essais bébés. Super. Vincent, t'avais une question? Et je crois à l'arrêt de la pilule, il y a aussi une attitude différente en fonction de la prise de pilule, l'objectif de la prise de pilule qui peut être contraceptif, mais qui peut être aussi pour un antalgique, pour arrêter des douleurs au niveau des règles. Et du coup, l'attitude à l'arrêt de la pilule n'est pas le même. Alors, effectivement, si la prise de pilule était pas uniquement contraceptive ou pas du tout contraceptive, enfin pas dans cette idée-là, mais surtout dans l'idée de soulager des douleurs ou d'autres problèmes autour du cycle, le mieux, ça serait de travailler un petit peu sur les causes de ces problèmes et d'essayer
d'équilibrer un petit peu le côté hormonal déjà avant d'arrêter de la pilule. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est aussi utile parce qu'on peut avoir une appréhension en tant que femme si on avait des règles douloureuses ou si on avait un gros syndrome prémenstruel, on peut avoir une appréhension d'arrêter la pilule et par la suite se dire bon, pendant 6 mois on fait pas d'essai bébé parce que c'est juste l'arrêt. Donc encore une fois, c'est très individuel par rapport à ce qu'on peut faire et par rapport à ce qu'on peut se permettre. Mais typiquement, quand on travaille avec les femmes où il y avait vraiment une perturbation du cycle, quand c'est vraiment mes patientes, je vais leur dire attendez qu'on équilibre un petit peu les choses qu'on peut équilibrer au niveau alimentation, mode de vie, micronutrition, gestion de stress, etc., soutien hormonal, et par la suite on arrête la pilule. Ben justement, tu nous envoies une transition parfaite. On voulait parler d'alimentation et comment faire pour avoir justement Yes, allez. une alimentation qui booste la fertilité. Ce serait quoi les piliers justement pour avoir une alimentation qui booste la fertilité? Est-ce que je peux compléter un petit peu cette transition parce qu'on va parler d'alimentation et d'exercice physique? Et est-ce que finalement l'obésité serait pas le plus grand perturbateur endocrinien? Non, je pense pilule c'est plus grand. Mais, Le deuxième? On peut parler d'obésité en peut-être? fait, l'obésité n'est pas un perturbateur endocrinien, c'est une maladie. Et pour beaucoup de personnes, malgré ce qu'on peut penser, ce n'est pas une maladie qu'ils ont choisie. Ce n'est pas une maladie où ils ont eu aucune volonté et ils ont pas voulu d'agir contre. Et notamment chez les femmes, il y a, je trouve, beaucoup de dogmes autour de ça. Si on est obèse, bah c'est notre faute. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, ces femmes vont avoir une alimentation pas si mal que ça. Il y a des femmes qui vont avoir une alimentation parfaite. Il y a des femmes qui vont manger moins que moi et vont être obèses. L'obésité, il n'y a pas que l'alimentation. Donc, je pense que c'est là-dessus où je voulais dire, l'obésité, c'est pas juste je mange trop ou je mange trop sucré ou C'est je bouge multifactoriel. pas mes fesses. C'est multifactoriel. Et il y a des personnes où le côté alimentaire va pas jouer un rôle majeur. Donc, quand on souffre de l'obésité, on a un état inflammatoire dans notre corps, comme avec toutes les maladies chroniques. En plus, notre graisse sécrète les oestrogènes. En plus de sécréter des molécules inflammatoires, elle sécrète des oestrogènes. Donc, effectivement, ça peut aussi perturber notre équilibre hormonal. Mais je ne verrais pas l'obésité comme un perturbateur endocrinien. C'est une maladie. Tout comme je ne verrais pas l'endométriose ou le SEPK comme un perturbateur endocrinien. Tout comme je verrais pas un diabète ou un problème de cœur comme un perturbateur endocrinien. Non, Zina, j'ai exagéré, j'avoue. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est parce que et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti de toi, mais c'est ce que je ressens un petit peu dans notre société ou sur les réseaux. Il y a souvent une sorte de culpabilisation de ces personnes. Et peut-être que dans certains cas, ça pourrait être justifié, mais dans la majorité des cas, c'est pas vraiment le choix et c'est pas vraiment volontaire. Donc le surpoids, Alimentation. voilà, donc le surpoids, ça limite du coup la fertilité, j'imagine. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement aux gens qui veulent essayer de booster leur fertilité pour... Ça peut. Ça C'est peut, ok. toujours Oui, un bien sûr, facteur. oui, bien sûr, oui. Il y a suffisamment de personnes Oui, qui bien sûr. souffrent d'obésité et qui ont réussi d'avoir de très beaux enfants facilement et rapidement. Donc ça peut être un des facteurs. Et donc du coup, la Au question, niveau ça serait plus pour nous qu'on n'est pas en état d'obésité, on est plutôt en bonne santé, mais enfin, je pense, et on aimerait justement booster notre fertilité. Qu'est-ce que tu nous conseillerais vraiment de mettre en place? Eh bien, les conseils pour une personne en bonne santé seront assez similaires que pour une personne qui souffre de l'obésité au niveau alimentaire. Alors moi, je dois dire, j'ai essayé tout. Hein. Des fois, c'était par curiosité. Je voulais essayer cétogène, paléo, et des fois, pendant 2 ans, j'étais végane parce que j'étais très passionnée par la cause. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois quand un régime est assez restrictif, à court terme, il peut avoir des bénéfices. À moyen long terme, sur le plan hormonal et sur le plan d'équilibre mental et sur le plan global, il peut avoir de plus en plus de problèmes. Et donc,
encore une fois, on a des différents avis et chacun a son avis là-dessus au niveau alimentation. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement d'avis différents. On demande à 3 personnes, on a 7 régimes différents. Hein. Pour moi, une alimentation la plus saine va être une alimentation omnivore, où on mange des légumes, des fruits, mais aussi de la viande, et on mange des poissons, et on mange des fruits de mer, et on mange des fromages, et on mange des œufs. Et ça va être une alimentation qui est majoritairement brute, c'est-à-dire on reconnaît l'aliment qui est dans notre assiette. On regarde, on peut dire ça c'est du poulet, ça c'est du brocoli, ça c'est du riz, ça c'est ce poisson-là, ça c'est un morceau de cochon, etc. Et ça va être une alimentation qui est variée, c'est-à-dire qu'on mange pas la même chose. Ça paraît peut-être trop simple, mais ça va être pour moi la base. Par la suite, où je vais beaucoup parler dans mon livre au niveau alimentation, c'est de comprendre que c'est pas juste le côté de varier et manger un petit peu de tout, mais il faut manger suffisamment de certaines choses. Le problème que je vois régulièrement, c'est que les gens ne mangent pas assez de protéines. On a, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent manger bien ou qui parfois essayent de réduire certaines choses parce qu'ils pensent que c'est pas très bien et ils se retrouvent avec un apport de protéines qui va couvrir même pas un tiers de leurs besoins. Et quand on n'a pas suffisamment de protéines, on a notre équilibre hormonal qui souffre beaucoup et on a nos mitochondries qui ne pourront pas correctement travailler. Tu conseilles combien de grammes par kilo à peu près? Alors c'est individuel parce Oui, que bien ça va sûr. dépendre de l'activité physique, mais le minimum et ça c'est plutôt un conseil international et notamment en France de l'ANSES, le minimum c'est 0,83 grammes de protéines par kilogramme du poids. La plupart du temps, notamment dans la période de fertilité, je vais conseiller d'approcher plutôt 1 gramme de protéines par kilogramme du poids, plus si on fait beaucoup de sport, plus si on est végétarien ou vegan, tout simplement parce que les protéines végétales ne sont pas aussi bien absorbées que les animales. Et au niveau de la micronutrition, est-ce qu'il y a des éléments que tu conseilles peut-être de se complémenter ou peut-être d'accentuer sur certains produits comme des fruits de mer par exemple pour l'iode? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Absolument, fruits de mer et petits poissons gras alors fruits de mer pour l'iode, c'est intéressant. Il faut savoir que l'iode s'évapore à la cuisson. Donc si on consomme des crevettes, on n'aura pas forcément beaucoup d'avantages dans l'iode. En revanche, crevettes, saumon et les petits poissons gras, donc ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est sardines, maquereaux au choix. Ça c'est oméga 3, très important pour la fertilité, au moins 2 fois par semaine, au mieux même 3 fois par semaine. Ou bien, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne souhaite pas manger, il faut se supplémenter en oméga 3. Attention, hein, sur les Vincent? compléments en oméga 3, il faut bien surveiller que ce soit label EPAX pour pas avoir de métaux lourds et que l'indice Tout à fait. d'oxydation il soit bas. Regardez les étiquettes. Hein. C'est ça. Alors, c'est ça. Dans le livre, à chaque fois, j'explique comment bien choisir les Magnifique. compléments. Mais ça, notamment pour les personnes qui sont végétariens, qui ne mangent pas de poisson ou véganes, ça c'est obligatoire parce qu'ils n'auront pas d'autres sources dans leur alimentation. Pour les personnes qui sont omnivores, le fait déjà de manger sainement et à ce moment-là de réduire tout ce qui est frit, les fritures et les produits ultra transformés et les produits du packaging, les plats préparés, ça va aussi grandement réduire l'apport d'oméga 6 qui sont des acides gras qui peuvent être un peu surprésentés dans notre alimentation. À ce moment-là, 2 portions de petits poissons gras dans la semaine peuvent suffire. Si on peut aller jusqu'à 3, c'est top. Au niveau alimentation aussi, fer, c'est très important, notamment pour les femmes. On a souvent des carences en fer pour les femmes. Moi, je dirais viande rouge au moins 2 fois par semaine. Et je dis viande, pas charcuterie. Et puis ça c'est mes favoris, mais en France on n'est pas très fan. Ça c'est tout ce qui est abats, donc foie, gésier, cœur. Ça contient aussi beaucoup de fer, ça contient beaucoup de vitamines et une composition de vitamines et minéraux qui est un peu différente de la viande et qui est aussi très intéressante.
Et puis par la suite, ça, ce sont plutôt des compléments alimentaires parce que même si ça peut être couvert de manière suffisante par l'alimentation, on sait que les apporter en plus va pouvoir stimuler davantage la fertilité et optimiser les chances de tomber enceinte, que ça soit pour quelqu'un en bonne santé, que ça soit pour quelqu'un qui a un problème de santé ou que ça soit même pour quelqu'un qui fait un parcours PMA. Et du coup, dans un projet de création, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, trois, trois essentiels, par exemple, pour la femme à consommer en complément alimentaire et lesquels ce seraient pour un homme, les trois aussi essentiels? Alors, combien je donne Moi, je pour dis un homme? trois et trois, mais tu peux en donner cinq pour la femme et un Ok. pour l'homme. Si tu penses que c'est juste. Je te propose un deal. Je vais te donner 5 parce que ce sont les mêmes pour la femme et pour l'homme. Oh Waouh. là là, c'est beau ça. Ce qui va être bénéfique pour la femme au niveau ovulation, au niveau soutien hormonal, au niveau tous les processus de la fécondation, a été typiquement démontré aussi bénéfique pour l'homme, pour la qualité de sperme et pour le taux de testostérone. Vitamine D, c'est un indispensable parce que aujourd'hui, ça va être très compliqué d'avoir son taux de vitamine D correct sans s'exposer au stress oxydatif par une exposition au soleil trop importante. Donc, vitamine D, typiquement 1000 à 2000 unités par jour. Le magnésium, pareil, pour moi, c'est très important parce que aujourd'hui, c'est faisable par l'alimentation moderne, c'est tout à fait faisable si on a une alimentation saine d'avoir suffisamment de magnésium, mais on est exposé tout simplement à un stress physique et mental typiquement plus élevé et on a des besoins de magnésium qui sont plus importants. Le magnésium, normalement c'est 60 mg par kilo du poids, mais en complément alimentaire, c'est autorisé de prendre jusqu'à 360 mg de magnésium. Et je vais simplifier la donne en disant choisissez les formes citrate ou bisglycinate. Parce qu'il y a beaucoup de formes, beaucoup de formes, et on se perd assez facilement. Il y a des formes qui sont nulles, il y a des formes qui sont moins nulles, il y a des formes qui sont très bien. Choisissez la forme citrate si vous avez tendance à avoir un transit lent. Choisissez la forme bisglycinate si vous allez à la selle tous les jours. Hein? Puis le troisième, le quatrième, on y arrive. Le troisième, le quatrième, enfin, ou le troisième plutôt, ça va être les vitamines B9 et B12 en forme méthylée. Important pour la femme et pour l'homme, et pas que la B9, pas que cet acide folique. Vaut mieux prendre une vitamine B9 méthylée, la vitamine B12 aussi méthylée, et les prendre ensemble. Il y a des études qui montrent que le fait d'en prendre les deux serait plus bénéfique que de prendre seulement la vitamine B9. Et quand on comprend ce que la vitamine B12 fait dans le corps, ça paraît tout à fait logique. Qu'est-ce qu'elle fait? Le zinc, oui. Qu'est-ce qu'elle fait, la B12? Elle agit en fait au niveau des mitochondries. Elle agit dans le processus de méthylation. Elle agit beaucoup dans chaque cellule, sauf les cellules sanguines, mais elle agit dans les processus des mitochondries avec la B9. Et elle agit aussi beaucoup au niveau du foie, dans la décomposition du coup des choses que le foie a besoin de décomposer. Et elle agit beaucoup sur notre système nerveux. Et elle agit beaucoup sur la qualité de notre sang. Donc tout ce qu'on veut optimiser pour et en dehors de fertilité. Alors, le zinc, c'est une bonne idée si on a une alimentation qui n'est pas très riche en zinc. Donc, si on a un régime restrictif ou si on mange beaucoup de plats préparés, d'ultra transformés, ça peut être intéressant de supplémenter en zinc. C'est quoi comme aliments qui sont riches en zinc? Oui, mais c'est peut-être certains lecteurs. Non, mais on leur fait confiance. Les huîtres. Okay. Les huîtres, tous les abats, les légumes, les fruits, les légumineuses, en fait tous les vrais aliments, d'accord. Mais notamment si on a eu une période un peu plus chargée en stress ou une période où on a mangé un petit peu moins sainement, ça peut être intéressant de faire une cure de zinc, effectivement, pour la femme et pour l'homme. Et le dernier, je vais vous le donner, ça va vous surprendre peut-être un petit peu, on n'en parle vraiment pas assez alors que c'est magique. Et puis je réserve 2-3 pour mon livre. Mais le dernier que je vais vous donner, c'est inositol. Inositol, il est beaucoup connu pour les femmes porteuses de SOPK. Ah ouais. Là, c'était. Je pensais le sélénium. Ouais, je pensais à un sélénium.
Allez, c'est parti. Inositol. Inositol est beaucoup connu pour la gestion du syndrome de l'ovaire polykystique. Et c'est vrai. Mais aussi, il a des bénéfices pour les femmes qui souffrent de l'endométriose. Il a des bénéfices pour les hommes qui ont une baisse de testostérone. Il a des bénéfices pour les femmes et les hommes qui ont des soucis de thyroïde. Et pour les hommes, notamment la forme d'échiroinositol, ça semble améliorer la qualité de sperme. Et pour la femme, la forme myoinositol ou un mélange de déchiro et myoinositol, ça semble améliorer la qualité ovulatoire, l'ovulation et la qualité d'ovocytes. Donc, c'est la B7. C'est la B7. Je suis en train de chercher où ça n'a rien à voir. Alors, je crois qu'à un moment, ça a été quantifié en tant que vitamine, et effectivement, ça a été quantifié en tant que vitamine B7, et finalement, cette classification a été un peu retirée, et maintenant, c'est un peu un complément à part. Je suis désolé, les gars, juste 2 secondes. Est-ce que vous me voyez ou pas? Ouais, c'est bon. Vas-y. Donc Zina, si j'ai bien compris, là, tous les suppléments que tu nous proposes, c'est pour en fait optimiser le système hormonal et la qualité mitochondriale. C'est à peu près les deux c'est axes. l'approche, c'est un peu l'idée fonctionnelle. On optimise la fonction pour le fonctionnement Et du idéal. coup, dans ta prise en charge de tes patients, là, tu nous parles de compléments. Comment tu procèdes? Tu demandes un bilan déjà avancé avant de supplémenter ou c'est vraiment un top 5 qu'on peut suivre Ça, comme c'est un ça? top 5 que tout le monde peut suivre sans On peut y aller. problème. Bien sûr, s'il y a des soucis, il faut toujours voir avec le médecin, avec le pharmacien, mais on va dire recommandation globale, ça va à tout le monde. Dans la façon dans laquelle je procède, je vais beaucoup m'appuyer déjà sur l'interrogatoire et typiquement je vais demander une grande préparation de la part du patient où je vais comprendre toutes ses habitudes alimentaires, d'hygiène de vie, son parcours, ses antécédents et aujourd'hui, on aime bien tester et faire des fois des examens non remboursés, etc. Mais je trouve qu'il y a la majeure partie des choses va être tout simplement clinique et c'est peut-être seulement ma vision des choses, mais pour moi, connaître son patient va répondre à la majorité des questions. Et les examens, il y a certaines choses qu'on peut doser. Et ça peut être intéressant. Il y a certaines, et typiquement prise en charge par l'assurance maladie. Il y a certaines choses qui aujourd'hui on peut doser, mais c'est pas vraiment validé. On sait pas trop comment interpréter. Il faut beaucoup de pincettes. Donc à ce moment-là, je préfère pas le faire. Mais vraiment la base, c'est la connaissance de la personne. Et du coup, on a fait un épisode que je t'invite à regarder avec Dr Yoni Assouli sur comment construire son bilan de santé dans une volonté de longévité, tu vois. C'était un puits de savoir. Et moi, où je suis surpris, c'est ma belle-mère, elle a suivi du coup Dr Yoni Assouli et il lui donne une cure, tu vois, de cofacteurs. Ce que tu proposes un petit peu sur ton top 5, hein, tu nous dis, bah, allez-y, faites-vous une cure du top 5. Comment ça fonctionne en fait? Moi, je pensais que vous allez vraiment doser le déficit et venir supplémenter là où il fallait. J'ai l'impression qu'il y a un peu une notion de cure. Vitamine D, magnésium, pour moi, c'est tout le temps. Aujourd'hui, dans notre monde dans lequel on vit. Pas vraiment en cure de quelques mois, mais tout le temps. Bien, c'est ok de faire des pauses, c'est ok de partir en vacances et ne pas les prendre, c'est ok de ne pas être ultra strict, mais c'est plus ou moins tout le temps. Il y a une différence entre une approche personnalisée, c'est-à-dire on a un patient devant nous et on lui donne des conseils précis pour son cas et on donne des conseils à tout le monde qui écoute le podcast ou à tout le monde qui lit le livre. Donc, il y a déjà une différence là-dessus. Docteur Assouli a une approche un peu différente de la mienne dans le sens où il aime peut-être faire beaucoup plus d'examens que moi. C'est tout simplement une différence de point de vue, ce qui est assez courant chez tous les professionnels de santé. Chacun son style, hein. Et chacun son style, chacun ses expériences et chacun s'appuie sur ce qu'il trouve le mieux pour le patient. Donc il y a pas, je pense pas qu'il y a une meilleure ou moins bonne façon de faire. Il y a juste une façon qui va mieux convenir à certains et moins convenir à d'autres.
Mais pour ta question, est-ce qu'on a besoin de doser? Certaines choses, ça peut être utile, mais la façon de laquelle j'ai appris, j'ai fait les études de l'approche fonctionnelle, je l'ai fait à l'Institut de Functional Medicine aux États-Unis. C'est un peu la référence mondiale pour cette approche. Il nous donne les clés pour choisir un petit peu comment on veut faire. Est-ce qu'on veut tout doser? Est-ce qu'on veut faire plein d'examens et c'est possible? Ou est-ce qu'on veut savoir ça par l'interrogatoire, par mieux connaître le patient? Il y a un qui prend plus de temps, il y a d'autres qui prennent plus d'argent, je pense. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, mais entre les conseils que j'ai donnés, ça va aller à tout le monde. Ok. Et c'est Mais pas super. si différent que ça, notamment, en tout cas sur ces compléments-là qu'on a mentionnés, c'est pas si différent que ça dans ma prise en charge. Super. Bah, écoute, sur l'alimentation, je sais pas si vous avez une dernière question, les gars. Je peux en poser une. Une Tu parles dernière, tu bien parles de sûr. timing alimentaire. Tu parles Non, aussi je de. pars du fait que j'ai Ah ouais, besoin ok. d'y aller. Et il y a le timing alimentaire aussi que. Timing alimentaire ultra important. Faites rapidement. Si vous êtes une femme qui veut optimiser ses chances de tomber enceinte, ne jeûnez pas le matin. Point. Petit déj dans l'heure suivie de réveil. Si vous êtes un homme, c'est un peu plus simple à gérer, mais je dirais le jeûne intermittent qui est promu partout là où on mange. On commence à manger le midi, on arrête à 21h. Ça va pas être terrible sur plusieurs points. Jeûne intermittent, oui, mais de manière naturelle et qui respecte notre chronobiologie. Dans tous les cas, tout est expliqué dans ton futur livre. C'est ça. Cette partie-là aussi, oui, tout Et à moi, fait. j'avais une question. C'était plus, on voit beaucoup de choses maintenant qui se créent un petit peu de nouvelles méthodes. On parle de l'acupuncture qui pourrait avoir un effet. On parle du yoga. Est-ce que tu Oui. pourrais juste nous faire un classement pour que les gens s'y retrouvent un petit peu? Toi, qu'est-ce que tu conseillerais en premier dans toutes ces méthodes un peu complémentaires? Un top Oui. 5 si tu pouvais nous conseiller ou un top 3. Alors, très bien, je vais faire un top, mais c'est pas un conseil genre premièrement ça, ensuite ça, parce D'accord, qu'encore une fois, c'est très individuel bien sûr. et il y a des choses qui peuvent mieux parler que d'autres. Donc c'est le petit menu et chacun prend ce qu'il veut. Effectivement, l'acupuncture a été montrée d'être bénéfique. Il y a même les études faites sur les femmes dans le parcours PMA où les séances d'acupuncture la veille ou le jour de la FIV amélioraient les chances d'implantation. C'était génial. Il y a une étude similaire qui a été faite avec l'hypnothérapie. Qui montrait les résultats très similaires. Ça doublait le risque de réussite. L'ostéopathie, typiquement, c'est quelque chose que je vais conseiller, notamment pour les femmes et notamment s'il y a eu des douleurs, des syndromes prémenstruels, des soucis des règles. Ça peut travailler un petit peu sur je sais pas, sur les tissus de bassin et apaiser pas uniquement le cycle, mais peut-être aussi faciliter le travail, le flux des différentes cellules. Qu'est-ce que tu avais dit? Yoga? Il y avait yoga aussi. Yoga, je pense que j'ai pas beaucoup recherché parce que pour moi c'est une pratique un peu mix d'activité physique et aussi Ok. méditative. Et dans ce cas-là, bien sûr que ça va avoir des bénéfices, mais je vois pas ça forcément comme une approche thérapeutique, même s'il existe la yoga thérapie. C'est juste que personnellement, j'y connais pas suffisamment de choses pour pouvoir bien m'exprimer là-dessus. D'accord. Et la Mais dans sophrologie le top, aussi pour gérer. tu peux nous mettre l'hypnose. Alors, bien évidemment que je vais la mettre dedans parce que Eh oui. c'est plus dans la partie, je pense, où je parle de l'impact du mental sur le corps. La sophrologie, c'est aussi là-dedans, c'est tout ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes et bien dans le moment présent va bien évidemment être bénéfique. Ok. Bien sûr. Bah écoute, en tout cas, c'était top. Pour la dernière partie, au niveau du lien du corps et de l'esprit, on laissera aux auditeurs acheter ton livre, car tu m'avais dit que tu proposais même des exercices à l'intérieur, il me semble, hein. Il y a des petits Oui, exercices pour faire à la maison, donc on mettra tout ça en tout lien à de la fait. vidéo. Ben, un grand merci d'avoir été présente avec nous. On a appris pas mal de choses. J'espère que les auditeurs auront bien apprécié. Et maintenant, ça va être à nous de jouer, hein. Bon, le Pierrot, il est bien, mais maintenant, ça va être à À nous de moi. nous y Zina, mettre. où On est-ce va qu'on voir peut si te les retrouver? résultats payent ou pas. Donne les liens pour que les gens puissent se Ouais. retrouver, toi, ton livre.
Alors mon livre, il n'est pas encore sorti, ça va être fin de cette année. Je suis un petit peu présente sur les réseaux, sur Instagram et sur TikTok. C'est mon nom tout simplement, Zina Gombert. Et voilà. Gombert, De toute façon, tu G-O-M-B-E-R-T, identifieras c'est dans ça? les vidéos. C'est ça. De G-O-M-B-E-R-T, toute c'est façon, on ça. Parfait. mettra les liens en dessous de la vidéo pour les gens, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas et désolé de t'avoir fait durer un petit peu plus, Merci, mais Zina, Mais t'as c'était été, grand t'as été à plaisir. 1000%, c'était merci pour c'était tout. c'était trop bien, il fallait qu'on te Ouais, garde au c'est ça. maximum. Allez, Ciao, bon C'était courage à pour la un la grand suite, prochaine. plaisir. Zina. Au Merci, à revoir. Merci. plus. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Putain, on t'a gratté les 10 minutes de plus, hein, on le savait. Ouais, vous savez Tu- rien. Désolé, Franck.